êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, des milliards maintenant et un allègement de la dette plus tard. L'Eurogroupe et le Fonds monétaire international ont trouvé un compromis sur la Grèce. Le spectre d'une nouvelle crise plane-t-il encore? Après 7 années, les Grecs voient-ils enfin le bout du tunnel? Des dirigeants africains, des patrons d'institutions financières et des entreprises, la chancelière allemande profite de sa présidence du G20 pour attirer les investisseurs en Afrique, mais aussi et ainsi réduire l'émigration vers l'Europe. Que peut offrir le G20 à l'Afrique et qu'attend l'Afrique du G20? C'est sans précédent en Roumanie. Le parti au pouvoir censure le gouvernement issu de ses rangs. Le Premier ministre refuse de démissionner. En filigrane se joue une guerre des chefs entre le chef du gouvernement et le chef du PSD. Réussiront-ils à résoudre la crise interne et inviter ainsi l'instabilité politique? Une petite ville suisse sous tension, Moutier choisit son destin cantonal. Rester bernoise ou devenir jurassienne. Inédit au pays du consensus politique, des mesures de sécurité hors normes ont été prévues. Une page unique du fédéralisme suisse est-elle en train de se tourner aujourd'hui? Pour commenter, décrypter et analyser l'actualité de cette semaine, voici tout de suite nos kiosqueurs. Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Yann Mince, essayiste, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix. Et puis Anne-Sophie Bellèche, chef du service éco-social de l'Usine Nouvelle, magazine hebdomadaire consacré à l'économie et à l'industrie. Auparavant, journaliste à l'hebdomadaire économique français Challenge. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour commenter cette actualité. Vous pouvez nous faire part depuis chez vous, comme chaque semaine, de vos commentaires à vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, #kiosque, mot-dièse kiosque, ou alors sur notre page Facebook. Après des mois de désaccords et des retards à répétition, les créanciers de la Grèce, la zone euro et le Fonds monétaire international se sont enfin entendus sur un compromis pour relancer le plan d'aide à Athènes. Versement de 8,5 milliards d'euros. Les Européens ont également précisé comment ils comptaient alléger la dette grecque. Pas dans l'immédiat, mais en septembre 2018. Pas de quoi impressionner la population grecque essorée par cette année de crise. La vie est difficile. Les hommes politiques sont bons, mais ils doivent être encore plus forts. Ils ne devraient pas concéder autant de choses si rapidement. L'argent n'ira pas dans notre poche. Ils ne donneront pas un seul euro aux retraités. Encore une fois, cela va aller dans leur poche à eux. Les bailleurs vont nous donner de l'argent et puis le reprendre, comme à chaque fois. Nous perdons tout espoir. On ne voit aucune lueur d'espoir. Il n'y a que des paroles. Les mots ne peuvent pas nous nourrir. Ils cèdent sur tout. Les bailleurs prennent tout, même nos sous-vêtements. Ils essaient de nous convaincre que dans les prochaines années, les Grecs pourront manger avec des cuillères en or. La réalité est pourtant très différente. Ils prendront l'excédent économique sur nos salaires, nos pensions et la sécurité sociale. Si je vous promettais un gâteau et qu'ensuite je vous offre une petite friandise, comment vous sentiriez-vous? C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont promis un gâteau et ils nous ont donné une petite friandise. Les Grecs en colère, fatigués de cette année de crise. Est-ce que le compromis qui a été trouvé jeudi est un bon compromis pour les Grecs et pour la Grèce? Moi, je trouve qu'on voit des Grecs assez dubitatifs, là, mais c'est quand même passé quelque chose d'assez important la semaine dernière. C'est qu'en gros, tout le monde a admis que la dette grecque n'était pas remboursable et ne sera pas remboursée. Donc, c'est une demi-surprise, parce qu'en fait, on le sait depuis assez longtemps. Il y a même récemment une note qui est sortie, une note du FMI d'Olivier Blanchard, qui était à l'époque le chef économiste du FMI, qui disait en 2010, c'est-à-dire il y a 7 ans, que la dette grecque n'était pas soutenable et que le plan ne servirait à rien et que la dette allait augmenter. Et effectivement, on y est aujourd'hui, puisqu'on était à 126% du PIB, on est à 170%. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant au bout de 7 ans? 180, oui, 78. Qu'est-ce qui a changé en 7 ans? Je crois qu'il y a 3 choses qui ont changé. La Grèce a changé, la France a changé, l'Allemagne a changé. Les Grecs, la Grèce, c'est plus le Club Med. Je veux dire, ça fait 7 ans, effectivement, qu'ils vivent une purge et que leur Premier ministre de gauche a mené une politique la plus ordolibérale qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, ils ont un excédent budgétaire, c'est-à-dire que leur budget est positif avant qu'ils aient payé leurs dettes. Donc ça, c'est un fait incontestable. Donc ils ont fait leur réforme, quoi. Ensuite, la France a changé aussi, puisque tout le monde voit qu'on a un nouveau président à l'Élysée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la campagne électorale, il y a un fait qui a été rapporté. C'est Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances
grec qui a expliqué que Macron voulait monter une mission secrète en 2015 pour essayer de trouver une solution à la Grèce. Et Hollande, en fait, l'en a empêché à cette époque. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en place. Yann, bon compromis pour les Grecs et pour la Grèce, parce que c'est deux choses différentes. C'est d'abord un bon compromis pour Angela Merkel, parce que ce qu'Angela Merkel ne voulait absolument pas, c'était une nouvelle crise grecque, c'est-à-dire que les Grecs fassent défaut à leurs obligations de rembourser une partie de leurs échéances pendant la campagne électorale allemande. Il fallait trouver quelque chose qui tienne jusqu'à la campagne électorale allemande. Mais il ne fallait pas qu'on soit trop précis sur l'allègement de la dette, parce que les électeurs allemands sont très farouchement opposés, pour beaucoup d'entre eux, à toute réduction de la dette grecque. Donc il s'agissait de dire... Pas de crise grecque, là, maintenant, d'ici à septembre, je crois que c'est le 24 septembre, les élections en Allemagne, rien de grave, rien qui vienne ternir, et en même temps qu'on fasse une promesse au FMI, parce qu'effectivement, ça fait un moment que le FMI dit, c'est stupide, il faut alléger la dette grecque, ils ne pourront pas payer. Et ça fait autant de temps qu'Angela Merkel dit non, pourquoi ? Parce qu'elle sait que ses électeurs sont contre. Je ne sais pas quelle est sa conviction personnelle, mais elle sait, ou elle croit, elle pense qu'une partie des électeurs sont contre, et son ministre des Finances, Schäuble, est clairement contre. Donc là, on a fait un truc mi-chèvre, on a dit au FMI, pour que vous restiez dans le bateau, on vous promet un allègement de la dette grecque, mais on n'a pas dit exactement ce qu'on va faire, ni combien, on verra ça plus tard. On a quand même l'impression que les décisions importantes restent au futur ou au conditionnel, on peut dire ça ? Ce qui est au présent, c'est qu'effectivement, il y aura un versement d'échéance. Donc la Grecque pourra honorer ses échéances de remboursement en juillet. Ce qui n'est pas clair encore, c'est comment et de combien on va alléger la dette grecque à partir de septembre. Et la grande crainte d'Angela Merkel, c'était que le FMI quitte le bateau, parce que la présence du FMI rassure les électeurs allemands et les électeurs du nord de l'Europe, parce qu'ils ont très peur sinon que l'Allemagne ait une pression des autres pays de l'Union européenne pour réduire la dette grecque. Et ça, elle ne voulait pas. Donc, le FMI reste dans le bateau, on lui fait une promesse, Madame Lagarde dit « je suis contente et je ne me fâche pas ». Angela Merkel fait ses élections, elle pense et elle a de bonnes chances de les gagner. Tout va bien pour les bailleurs, pour les Grecs, on a vu que c'était probablement différent. Alors, il faut quand même dire que le FMI, en fait, n'a pas le droit dans ses statuts d'aider un pays, d'avoir un plan d'assistance sur un pays dont il pense que la dette n'est pas soutenable. Donc, effectivement, c'est très important d'avoir le FMI à bord. Mais je ne suis pas aussi... Enfin, je pense que Schäuble a évolué quand même sur cette question. Je pense que maintenant, il en est convaincu. Et effectivement, ils savent qu'il y a une partie de l'opinion publique qui est encore dans un schéma, effectivement, c'est nous qui payons pour les pays du Sud, etc. Ce qui est complètement faux, parce que la Grèce, elle est dans une situation catastrophique. Ils sont dans une espèce de suicide démographique. Il y a 350 000 Grecs qui ont émigré. Ils ont le dernier taux de fécondité d'Europe. On est à 1,3 enfants par femme. Donc un pays où on n'a même plus la force de faire des enfants, c'est quand même très dangereux. Et c'est quand même un pays important... Voilà, ne serait-ce que culturellement pour l'Europe. Les Grecs désabusés, voire essorés, vous le disiez, les dirigeants européens, eux, raisonnablement optimistes après jeudi. Il y a maintenant de la lumière au bout du tunnel, s'est réjoui le ministre grec des Finances. Est-ce qu'en effet, on entrevoit justement ce bout du tunnel pour la première fois depuis 7 ans, Louis ? Quand j'entends ces mots, ça me rappelle la situation qu'on avait vécue sur le continent africain avec les programmes d'ajustement structurel, les dettes qui ont été remodulées. Et malheureusement, ça ne m'inspire aucune confiance. Parce que malheureusement, ce qui s'est passé sur le continent africain, c'est à peu près ce que la Grèce est en train de vivre aujourd'hui, avec une chance qu'il y a cette solidarité de la zone euro qui n'a pas envie de s'écrouler en passant par la Grèce. Le seul vainqueur dans cette opération, ce sera probablement la zone euro qui arrivera plus ou moins à se stabiliser et la Grèce qui peut-être arrivera encore à rester solvable si tous les supports qui lui sont accordés lui permettent de survivre à cette dette qu'elle n'arrivera jamais à rembourser au bout du compte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce spectre de la crise grecque, il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans on parlait d'un possible Grexit. D'abord, est-ce que l'idée d'un Grexit est définitivement abandonnée, mais celle d'une crise, un nouveau rebondissement dans la crise, est-ce qu'on en est sorti de ça ? Je crois que là, il faut attendre le mois de septembre, mais à mon avis, on est quand même sur la bonne voie. Enfin, moi, je suis plutôt ce que je vois, c'est que positif. Les prévisions, ce que prévoit le plan européen, c'est par exemple un excédent primaire brut, je crois, de 3,5%, ce qui est absurde. On sait que ça n'arrivera pas. On est en train on continue à penser qu'on va pouvoir avoir un redressement de la Grèce spectaculaire. La zone euro continue à faire des paris. Elle fait des prévisions de croissance de la Grèce qu'elle est ensuite obligée de réviser. Et le CDE, qui n'est pas dans cette histoire-là, fait des prévisions beaucoup plus prudentes. Donc effectivement, on continue à faire comme si la Grèce pouvait s'en tirer par le haut. Il y a une partie des réformes qui peuvent être favorisées, impulsées par l'extérieur, mais malheureusement, il y a aussi une partie de réformes qui relèvent des Grecs eux-mêmes et de questions politiques internes grecques. Je vais prendre juste un exemple. Ça fait des années que ça traîne, la réforme du cadastre en Grèce. Il n'y a pas de cadastre en Grèce digne de ce nom. Du coup, l'impôt foncier est perçu n'importe comment. On a bricolé un impôt à toute vitesse pendant la crise, qui est très injuste.
dont la plupart des Grecs, sur laquelle la plupart des Grecs contestent. Or, on sait que l'impôt foncier, c'est une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Tant que ça, ce ne sera pas résolu, tant que le clientélisme continue dans ce domaine-là, les Grecs n'y arriveront pas. Et ça, c'est quelque chose que les bailleurs ne peuvent pas faire à la place des Grecs, à la place de ces Grecs qu'on a vu là. Est-ce que ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'après ces temps de crise, le pays est toujours aussi mal dirigé, ou est-ce que quand même il y a eu des améliorations ? Je pense que quand même, ils ont un Premier ministre qui a fait passer des choses assez incroyables. Et ça va être long parce qu'effectivement, c'est des années d'habitude. Mais à mon avis, ils ont quand même compris, les Grecs, que pour leur pays, ils ne pouvaient pas juste louer des belles maisons blanches au bord de la mer Égée, qu'il fallait qu'ils aient un développement économique équilibré. Donc c'est vrai qu'ils l'ont appris un peu dans la douleur, mais ils ont compris ça. Ils ont compris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Tsipras demande des investissements industriels. En fait, il veut partir sur une autre jambe, en fait. Ce qu'il y a, c'est que la Grèce a relativement peu d'avantages comparatifs. Elle n'a pas d'industrie digne de ce nom. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a les armateurs et le tourisme. Globalement, c'est à peu près tout ce que les Grecs ont à vendre au reste du monde. Donc, ils n'ont pas grand-chose à proposer pour l'instant, les Grecs. Et là, ce qu'il faut observer le plus, c'est le point de rupture. Jusqu'où pourra-t-on aller très loin dans les réformes et surtout les restrictions pour que le peuple grec tienne ? Jusqu'où pourra-t-il tenir dans cet effort, dans ces efforts continus qu'on lui demande de fournir pour relever l'économie? Je ne suis pas certain qu'il ira jusqu'à un point de rupture aussi dur que celui qu'exige la Banque centrale européenne. Et donc, à partir de là, il faut réfléchir également à ce que pourrait être l'issue sociale de cette crise. Parce qu'au-delà des enjeux économiques et sociaux et politiques, il y a quand même cet enjeu social qui est la détresse économique, la détresse sociale que l'on a entendu dans la bouche des Grecs qui s'exprimaient tout à l'heure. On l'entend depuis des années. Est-ce que ça, c'est aussi un des points faibles de la situation aujourd'hui? Est-ce que les Grecs pourraient en avoir vraiment ras-le-bol et mettre en danger tout ce qui a été... C'est pour ça qu'il faut leur donner une lueur d'espoir. Et en septembre, il faut leur dire, nous allons annuler une partie de votre dette. Le secteur privé a abandonné 50% de ses créances sur sa dette grecque. Maintenant, c'est effectivement à la BCE et aux pays européens de le faire. Et en gros, on a calculé que c'est à peu près 600 €, je crois, par Français, la dette grecque. Bon, c'est pas agréable d'avoir des dettes qui sont pas remboursées, mais enfin, si votre voisin est malade, il a perdu son boulot, à un moment, il faut... Et ça suffira à arrêter cette spirale infernale qui est celle de la Grèce aujourd'hui? Cette année, ils ont eu un excédent primaire, les Grecs. Donc, simplement, si tout leur excédent leur sert à rembourser des dettes sans arrêt, ils ne voient aucune amélioration. C'est ce qu'on entendait dans le reportage. C'était assez singulier, d'ailleurs, de voir que les personnes interviewées dans le reportage, c'était beaucoup des retraités. Pourquoi c'est important? D'abord parce qu'il y a une réforme de retraite, une énième réforme de retraite. 14e depuis le début de la crise, je crois. Assez violente. Et puis, il faut se souvenir qu'en Grèce, comme dans d'autres pays, les retraites, c'est parfois les seuls revenus qui rentrent dans une famille. On voit ça en Espagne, on voit ça en Grèce. Dans des pays où il y a beaucoup de chômage des jeunes, qui est-ce qui fait vivre la famille? Parfois, ce sont les retraites. Si les retraites baissent, c'est toute la famille qui en pâtit. Et ça, c'est quand on voit des chiffres de chômage des jeunes, on dit 50% de chômage des jeunes. Oui, mais ça a des conséquences très concrètes. Ces jeunes-là, il faut bien qu'ils mangent tous les jours. Soit c'est l'immigration, soit effectivement, il faut qu'ils... Soit c'est les grands-parents. Et du coup, quand les retraites baissent, c'est toute la famille qui... Et du coup, le taux de pauvreté augmente, etc. Et on ne peut pas avoir un pays avec des taux de pauvreté comme ça sans que ça ait des conséquences politiques majeures à terme. Si on revient à cet accord, on a beaucoup tardé pour le voir arriver. Il y a eu beaucoup de négociations. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'à ce stade, ce qui posait problème, c'était pas ce qu'on allait encore demander aux Grecs, contrairement aux autres négociations. Ce qu'on avait demandé aux Allemands. Voilà, c'est l'accord qu'arriverait à trouver le FMI et les Allemands. Est-ce qu'on a un peu l'impression que cette affaire maintenant dépasse les Grecs? Est-ce que les Grecs sont les victimes d'un bras de fer qui les dépasse? Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes. Tsipras a fait une tribune il n'y a pas longtemps dans la presse internationale, la semaine d'avant. Il a dit qu'il faut arrêter avec les idées reçues, les rancœurs. En fait, ça se terminait comme ça m'a frappé. Parce qu'effectivement, les idées reçues, c'est les Grecs sont des fainéants, quoi. Et ça, c'est un message qui me semblait s'adresser pas mal aux Allemands, en fait. Voilà, il faut passer au-delà des fantasmes, quoi. Et... Pas seulement aux Allemands, je crois qu'il y a toute une partie du nord de l'Europe qui est persuadée de ça, qui est persuadée que les gens du Sud, parce que le soleil... C'est normal, ils y vont en vacances. Voilà, ils vont en vacances. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'effectivement, la Grèce a vécu au-dessus de ses moyens. Ça, c'est pas un fantasme. Mais tous les Grecs n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens. Une partie des Grecs, oui. Et ces histoires dont je parlais tout à l'heure de cadastre, ça a permis à des gens de ne pas payer d'impôts. Le clientélisme dans la fonction publique grecque, il est extrêmement bien connu. Les partis qui sont succédés en Grèce ont tous fait rentrer leurs amis, leurs clients au sens clientéliste, dans la fonction publique. Ça a pesé sur le budget de l'État. Ça, c'est pas un fantasme. Et ça, c'est des écuries que les Grecs eux-mêmes doivent nettoyer. Et évidemment, tous ceux qui ont profité de ce système-là et à qui aujourd'hui on dit aujourd'hui c'est terminé, ceux-là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, mais malheureusement, ils ont profité d'un système qui, lui, ne fonctionnait pas. Ça pose aussi la question de la classe politique grecque aujourd'hui. Quelle est leur marge de manœuvre aussi? Parce qu'il y a des choses qui doivent venir d'eux, c'est ce que vous nous dites, mais quelle est leur marge de manœuvre aussi?
Je crains qu'elle ne soit pas très importante, hein, parce qu'ils sont quand même dans une situation d'extrême urgence où ils doivent à la fois protéger les personnes qui les ont élus et satisfaire les bailleurs de fonds qui leur permettent de faire vivre leur pays. Et entre ces deux éléments-là, je ne suis pas certain qu'ils aient suffisamment de marge de manœuvre pour dire « voici notre position, on ne peut pas négocier en deçà ». Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas le choix. Donc on peut dire qu'une nouvelle crise a été évitée, en tout cas momentanément, cette semaine. Le règlement définitif de ce qu'on a souvent appelé la tragédie grecque a été un petit peu différé encore. Mais on peut déjà s'interroger sur comment cette crise a été gérée au long de toutes ces années. Comment vous le voyez, vous, avec un petit peu de recul aujourd'hui, Yann ? Elle a été gérée en partie selon un critère moral, c'est-à-dire, voilà, ces gens se sont mal conduits, il faut les punir. Moi, je ne crois pas qu'on peut guérir un malade en lui serrant le cou. Voilà, donc on ne peut pas guérir les Grecs en leur serrant le cou. C'est eux qui feront les réformes ou pas. En même temps, si les Grecs étaient sortis de la zone euro, ils auraient payé une facture qu'ils n'étaient pas en état de payer. Donc le problème, c'est que quand on guérit quelqu'un, par exemple quelqu'un qui a été addict, qui a été dépendant de la mauvaise dette, il faut lui laisser de quoi se remettre sur ses pieds pour pouvoir en payer un peu. Pas forcément tout, mais au moins payer un peu. Pas forcément une très bonne gestion de la crise. J'ai l'impression qu'on a plus géré en fait une crise Europe qu'une crise grecque en fait, puisque l'obsession en fait de l'époque Trichet de la BCE, c'était il ne faut surtout pas qu'il y ait une sortie de la Grèce, il faut surtout protéger l'euro. Et finalement la Grèce, voilà, c'était le seul enjeu, voilà, et c'est pour ça qu'ils ont un peu tordu le bras au FMI à l'époque pour entrer dans le plan. En dépit du fait qu'ils pensaient que la dette n'était pas soutenable. Donc. Ouais. Est-ce que, parce qu'on parlait, il y a eu toujours cette idée d'un Grexit, pour aller plus loin dans ce que vous dites, est-ce qu'aujourd'hui un Grexit serait perçu d'une façon aussi catastrophique qu'il y a quelques années, qu'il y a 2 ans? Ça reste quand même un plan. Juste après le Brexit, alors là, ce serait dramatique. La construction européenne s'effilocherait par le nord et par le sud. Non, je crois que ce sera encore pire aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas comparable. Les Britanniques sont sortis de leur propre volonté par un vote. Là, ce serait sous la contrainte, mais ce serait évidemment très très grave. Ça veut dire à quoi? Ça veut dire qu'on aurait une Europe du Nord qui serait un peu fonctionnelle, avec un couple franco-allemand qu'il faut de toute façon refaire. Non, ce serait grave. Pour conclure, Louis, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais on assiste à une tragédie qui n'est pas que grecque. Si la Grèce devait sortir, ce serait une tragédie pour l'euro, de façon générale. Et je pense que c'est contre cela que se battent aujourd'hui la plupart des dirigeants européens, la plupart des économies qui se portent bien. Parce que si on commence à détricoter par la Grèce, on ne sait pas jusqu'où on ira. Parce que après la Grèce, ça pourrait être le Portugal, ça pourrait être l'Espagne, on ne sait pas jusqu'où on pourrait aller. Donc il faut arrêter l'hémorragie dès à présent et ça s'arrête en évitant que la Grèce sorte de l'euro. Et donc une crise qui a été évitée pour cet été. Puis la Grèce, évidemment, qui reste un sujet dont on parle régulièrement à Kiosque et dont on aura l'occasion de reparler. Je vous propose qu'on reste en Europe, mais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui s'est passé en tout début de semaine. C'était à Berlin. C'est une sorte de mini-sommet qui s'est tenu là-bas. Les dirigeants de Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal et Tunisie ont fait le déplacement à Berlin, car c'est la première fois qu'une présidence du G20 donne une telle priorité à l'Afrique. Le programme s'appelle Compact with Africa. Il vise à encourager l'investissement sur le continent. La presse salue l'initiative, mais se veut réaliste. La chancelière allemande n'agit pas sans arrière-pensée. Nous en avons déjà fait l'expérience. Quand le désespoir est trop grand en Afrique, alors bien sûr, certains jeunes se disent qu'ils doivent trouver de nouvelles perspectives ailleurs dans le monde. Donc si nous travaillons ensemble pour vos pays, nous allons aussi avoir plus de sécurité pour nous-mêmes et nous pourrons mettre fin aux agissements illégaux de ceux qui s'enrichissent avec le trafic d'êtres humains. Angela Merkel lie investissement en Afrique et immigration. C'est choquant, c'est simpliste ou c'est pragmatique, Louis ? C'est très pragmatique et c'est tant mieux. D'ailleurs, le président de la Banque africaine de développement n'a pas manqué l'occasion de saluer cette prise de position de la chancelière allemande. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau sous le ciel africain. Ça fait quelques années qu'on entend les Africains, je vais utiliser là un anglicisme, dire « trade, not aid ». On n'a plus besoin d'aide aujourd'hui, on veut commercer. Voilà, donc aujourd'hui, l'Afrique est dans une position où, qu'on le veuille ou pas, elle ne peut plus être spectatrice de la mondialisation. Elle est obligée d'être actrice elle-même. Dans moins de 30 ans,
on aura la moitié de la population du monde qui sera en Afrique. On aura 2 milliards d'habitants sur le continent africain et il faudra bien que ce marché-là profite à la fois aux partenaires de l'Afrique, mais surtout profite au commerce intra-africain, parce que les Africains commercent très peu entre eux aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de protectionnisme en Afrique, c'est peut-être une des régions du monde, le continent le plus protectionniste. Est-ce que déjà, ça peut commencer Ça avance, mais pour rester vraiment sur le terrain de la coopération avec l'extérieur, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu pour l'Europe qui est la négociation des nouveaux accords de coopération économique, qui aujourd'hui est un goulot d'étranglement. C'est vraiment une grosse escroquerie qui est en train d'arriver sur le continent africain parce que autant là, l'Allemagne nous promet 300 millions qui devraient être investis pour favoriser les investissements directs étrangers en Afrique, autant cet argent-là qui arrive vient détruire des industries naissantes. Imaginez un fermier qui élève des poules, qui essaie de s'en tirer de cette manière-là et qui doit faire face à l'invasion de pilons venus d'Europe, vendus à vil prix, ou alors à l'excédent de farine, pour ce qui concerne les producteurs de blé, qui doivent vendre à un prix nettement supérieur à celui qui est produit en Europe. La politique agricole commune aussi, qui pose un vrai problème pour l'Afrique et fait qu'aujourd'hui l'Afrique est obligée, non pas parce qu'elle n'est pas capable de produire, mais parce qu'elle est asphyxiée par l'excédent de production européenne, de demander de l'aide à cette même Europe pour pouvoir survivre et protéger son espace. C'est intenable. Concrètement, que propose le G20 à l'Afrique ? Moi, je voudrais juste revenir sur, vous avez dit, Sylvia, est-ce qu'il y a des arrière-pensées derrière Angela Merkel ? Je crois qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Elle a une pensée tout à fait claire, qu'elle dit de manière très cash. Elle pense à la logique migratoire, à l'explosion démographique dont vous parliez. Et en matière de migration, elle se connaît un petit peu, puisqu'en fait, l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants qui ne venaient pas d'Afrique. Et aujourd'hui, la plupart des migrants qui arrivent par bateau en Italie, 93% sont des Africains. Donc, elle le dit clairement, elle veut fixer les populations en favorisant le développement économique. Et par ailleurs, si les Allemands peuvent faire du business, c'est très bien, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle raisonne. Ça aura un effet contraire au début. Qui est-ce qui peut migrer ? Les gens qui ont un peu d'argent pour partir, pour payer. Ça coûte très cher de venir jusqu'en Europe. Quand on est au tréfonds du Cameroun, du Nigeria, ça coûte beaucoup d'argent. Donc peuvent partir ceux qui ont un peu d'argent. Si on fait monter le niveau, si effectivement il y a un investissement, qu'on fait monter le niveau de vie, dans un premier temps en tout cas, il y a plus de gens qui vont partir parce que ce ne sera pas immédiatement rentable de rester sur place. Donc le premier effet, ça risque d'être le contraire de ce qu'espère Angela Merkel. C'est plutôt de stimuler l'immigration de gens qui pour l'instant n'ont pas les moyens de partir. Mais à terme, effectivement, elle n'a pas caché que c'était pour arrêter l'immigration. Elle a dit une autre chose qui est un peu plus inquiétante. Elle a dit aussi qu'il faut intégrer les ventes d'armement dans l'aide publique au développement parce qu'il y a des besoins sécuritaires qui doivent être remplis par les pays européens. Alors, par les pays africains, pardon, eux-mêmes. Il faut qu'ils arrêtent, en gros, le djihadisme à la source. Ça, c'est très bien, mais dans un certain nombre de pays africains, je ne suis pas sûr que les régimes soient ceux qui vont le plus efficacement arrêter les mouvements djihadistes. Certains ont des relations un peu étranges, particulières ou contre-productives avec les mouvements djihadistes. Et par ailleurs, je rappelle, parce qu'on n'en parle pas souvent, que l'Allemagne est aujourd'hui un des principaux exportateurs d'armement. Pas beaucoup vers l'Afrique. En revanche, c'est un pays qui investit très peu en Afrique. Moi, quand j'entends Angela Merkel dire qu'il faut que le G20 investisse, très bien. Quand on regarde la part des investissements allemands en Afrique aujourd'hui, c'est 1% des investissements allemands. Mais justement, je pense qu'elle a conscience du retard, en fait, allemand en Afrique. Et elle veut rattraper, parce qu'en Chine... Pourquoi l'Allemagne s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique ? À cause de l'immigration. C'est les seules raisons, il y a des opportunités commerciales aussi. En fait, ils sont allés en Chine il y a très longtemps. Aujourd'hui, les flux commerciaux avec la Chine, entre l'Allemagne et la Chine, sont très importants. Par contre, il y a moins de flux d'échanges commerciaux, par exemple, entre la France que ce qu'il y a en France aujourd'hui. Donc, elle veut rattraper son retard. D'ailleurs, Volkswagen a ouvert une usine au Nigeria, au Kenya, ils vont ouvrir une au Rwanda. Donc, effectivement, c'est des perspectives. Non, mais ce qui est certain, c'est que l'Allemagne, aujourd'hui, est dans une démarche qui est celle de dire on va prendre toute notre place dans la coopération. Bien sûr qu'on continuera de le faire à travers l'Union européenne, comme la plupart des pays. La France fait pareil. C'est-à-dire que pendant que son aide baisse, son aide directe baisse, elle augmente au niveau de l'Union européenne. Mais l'Allemagne veut faire le choix d'être sur les deux, c'est-à-dire financée à la fois par l'Union européenne et par sa propre présence sur le terrain. Et ça s'est vu notamment en RDC, où l'EUFOR a eu un très gros soutien de l'Allemagne. Ça se voit au Mali aujourd'hui, où l'Allemagne intervient de plus en plus de façon directe. Et ça,
c'est une prise de position qui consiste à dire on ne déléguera plus. On ira jusqu'au bout de notre démarche pour prendre les parts de marché que certains pays ne peuvent pas prendre. L'Afrique aujourd'hui est au cœur de la mondialisation. Vous avez le monde entier qui vient prendre ses parts de marché en Afrique, qu'il s'agisse des pays d'Asie, qu'il s'agisse des pays d'Amérique du Sud, qu'il s'agisse des nouveaux dragons en Asie. Tout le monde vient chercher ses parts de croissance en Afrique. Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas l'Allemagne? C'est le discours et l'attitude qui sont celles d'Angela Merkel. L'Allemagne a eu un empire colonial. Quelles sont ses relations aujourd'hui avec les pays un empire colonial qu'elle a perdu avec il y avait la Namibie, il y avait le Cameroun, le Togo. Il y avait également... oui, absolument, le Tanganyika. Donc, ça fait que toutes ces possessions-là ont été perdues, mais l'Allemagne continue aujourd'hui, à travers la coopération, à reprendre une certaine place. Dans de bonnes relations, c'est le Made in Germany, le Made in Germany, notamment, fait son chemin dans ces pays-là. Il n'y a pas toute l'ambiguïté qu'il y a historique avec la France, par exemple, ou avec la Grande-Bretagne, mais surtout avec la France. La France a entretenu des relations avec ses anciennes colonies très ambiguës et qui restent encore largement ambiguës, de part et d'autre, d'ailleurs. Et je crois qu'il n'y a pas du tout cette espèce de passif. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi directe, en fait, Angela Merkel. En fait. Je ne sais pas si un Français pourrait être aussi... À l'exception de la Namibie, effectivement, où là, il y a le génocide des Herero, sur lequel il y a un contentieux historique très important. Mais pour le reste, l'Allemagne apparaît comme un pays relativement neutre. Cela dit, pour compléter ce que disait Louis, les pays émergents, je pense à la Chine, par exemple, qui aujourd'hui investissent en Afrique, n'investissent pas forcément dans les mêmes secteurs. Par exemple, je ne crois pas qu'il y ait eu d'achat massif de terres par des entreprises allemandes, ce qu'on voit de la part d'investisseurs chinois ou indiens. Et puis, il me semble aussi que si les économies africaines sont si peu ouvertes les unes sur les autres, c'est aussi pour des raisons fiscales, c'est qu'une partie des rentrées d'argent des États africains viennent des taxes aux frontières. Donc évidemment, ouvrir les frontières, c'est perdre de l'argent pour les États, dans l'hypothèse d'investissements qui peut-être seront rentables. Mais pour l'instant, d'où est-ce que les étrangers investissent en Afrique? Dans les matières premières, c'est là qui sont les investissements. Pour l'instant, l'industrie, c'est encore tout petit. Alors là, dans la proposition qui est faite, c'est plus sur les infrastructures, peut-être. Oui, non, mais nous parlons là du G20. Le seul pays africain qui fait partie du G20, c'est l'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'autre pays africain. Et elle n'est pas là comme ambassadeur de l'Afrique. Elle est là pour ses succès économiques, point. Et donc, ce que l'Afrique voudrait aujourd'hui, et il faut que cela soit bien entendu par tout le monde, c'est que quand vous défavorisez le secteur économique africain, quand on n'a pas une certaine OPEP, pour parler avec les éléments dont tout le monde dispose. L'OPEP aujourd'hui permet aux producteurs de pétrole de fixer eux-mêmes leur prix, de fixer eux-mêmes leur niveau de production. Vous n'avez pas cela en matière de cacao, vous n'avez pas cela en matière de coton, vous n'avez pas cela en matière de poisson non plus, vous n'avez pas ça en matière d'agriculture. Vous n'avez rien qui permette aujourd'hui aux économies africaines de dire nous sommes souverains par rapport à nos productions. Non seulement c'est pas eux qui fixent les prix, c'est pas eux qui fixent les niveaux de production, c'est pas eux non plus qui décident de comment cela va être géré. Et donc au bout du compte, on est dans une forme de dépendance qui fait que ces pays ne peuvent finalement pas avoir la main sur leur destin économique et ils sont fragiles parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire les besoins intérieurs. Quand ils essaient d'obtenir des devises en vendant leurs produits d'exportation, ils les vendent très mal parce que ce n'est pas eux qui fixent les prix. Et quand ils doivent en acheter à l'extérieur, ils achètent au prix fort parce que ce n'est pas eux qui les produisent. Est-ce que justement, il ne faut pas rentrer plus dans une économie de la transformation c'est des matières premières. Et les Allemands, ils peuvent amener des technologies de production. Des pylons vont arriver, mais on peut aussi se dire on amène des technologies agricoles, des technologies énergétiques. Mais est-ce que les pays industrialisés sont dans la logique de le faire, dans la démarche de le faire? Pour l'instant, non. C'est pas seulement une question de logique pays industrialisée, c'est très compliqué de faire l'industrie en Afrique. Quand on n'a pas de route, quand on n'a pas de port, quand on n'a pas d'électricité, comment voulez-vous investir? Qui est-ce qui investit en Afrique? C'est surtout les commerçants, parce que le retour sur investissement est rapide. Être industriel en Afrique, c'est un vrai challenge. C'est un vrai. Il faut se faire prêter de l'argent par des banques. Voilà, ça commence à bouger. On voit des Français qui fabriquent du chocolat sur place. Le problème, c'est que c'est faible encore. Ça reste faible, malheureusement. C'est qu'on est là devant des grands capitaines d'industrie qui investissent. Je ne vais pas enfoncer un nouveau coin sur le franc CFA, mais quand vous prenez des entreprises françaises, leur stabilité, leur facilité à investir en Afrique, c'est qu'ils investissent en utilisant une seule banque, c'est la Banque de France. Ils ne vont pas faire des opérations financières très compliquées en passant par des banques qu'ils ne connaissent pas. Ils ont un taux fixe garanti.
aujourd'hui, la difficulté pour les Africains, c'est d'arriver à établir ce type de marché-là. C'est de dire, dans la zone CEMAC, par exemple, qui est quand même la zone où on est le moins bien intégré, qu'on arrive à échanger. Et on a une faiblesse de population qui est celle que le Gabon, par exemple, ou la Guinée équatoriale ne font même pas 6 millions d'habitants. Mais si vous ajoutez à toute cette zone-là la population de la RDC et que vous ouvrez le marché, vous avez déjà un marché beaucoup plus intéressant pour une personne qui vient s'installer dans la zone CEMAC. Mais là c'est une décision qui dépend des Africains eux-mêmes. C'est pas les Occidentaux, c'est pas le G20 qui va ouvrir les économies africaines. C'est aux Occidentaux, c'est à la RDC, le Gabon, le Cameroun de se mettre d'accord. Mais c'est à l'Europe surtout. C'est à l'Europe surtout de ne pas faire de nouveaux accords de partenariat économique qui défavorisent ces zones-là. Parce que regardez, pour leur frontière entre eux, pour que ce soit rentable, pour avoir des grands marchés, il faut que ce soit les pays eux-mêmes qui ouvrent leurs frontières. Mais ils commencent à le faire en Afrique de l'Ouest. Pourtant, c'est pas plus brillant. L'Afrique de l'Ouest réussit son intégration. Pourtant, on ne va pas dire que le Burkina, le Mali ou le Sénégal soient de grands champions économiques. Il faut se demander pourquoi les pays d'Afrique centrale n'ont pas envie, pourquoi les gouvernements des différents pays d'Afrique centrale n'ont pas envie d'ouvrir. Je ne suis pas sûr que le Congo a envie de faire des concessions au Cameroun, le Cameroun au Gabon et inversement. Ils sont sur le point de le faire. En revanche, ce que je trouve... Ça fait longtemps qu'ils sont sur le point. Ce que je trouve... Non, parce que prenez par exemple la grande ligne, la grande diagonale qui est en train d'être bâtie entre l'Afrique de l'Est et l'Égypte, où on a un gros marché de plus de 27 pays qui est en train de s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 5 ans, par exemple. Et c'est en train de se mettre en place. Les gens ont compris qu'il est important aujourd'hui de se rassembler pour être fort, de travailler en meute. Ils le font. Je note que ce sont des pays, souvent, où il y a des élections compétitives. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Afrique centrale. Le Gabon, le Cameroun, ne parlons pas que des mauvais élèves, parce que même la démocratie électoraliste et militarisée que nous avons maintenant ne produit pas de si bons résultats que ça. Le fait est que les 9 dirigeants qui étaient conviés, ou en tout cas qui sont rendus à Berlin, étaient principalement d'Afrique de l'Ouest. Il y en avait 2 du Maghreb en Afrique de l'Est. Pourquoi ces pays-là? Comment ont-ils été choisis? Pourquoi eux? Les réformes. Ils ont conduit des réformes, parce qu'au classement des réformes, que ce soit au niveau de l'OCDE ou même du classement Doing Business de la Banque mondiale, ces pays-là sont très bien cotés. Et quand vous ajoutez à cela la Guinée, dont le président est aujourd'hui le président de l'Union africaine également, il représente tout le continent. Et donc pour tous les autres, c'est par rapport aux réformes qu'ils ont faites. Et puis il y a la situation également sécuritaire qui fait qu'il y a quand même une certaine aide à apporter à la Tunisie ou au Mali. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est vrai que ce qui intéresse le business, je pense, c'est quand même une gouvernance à peu près correcte et une stabilité. C'est ça qui, parfois, peut prévenir certaines entreprises industrielles de venir s'installer et d'être offensifs. Et une garantie que la justice locale, notamment la justice commerciale, fonctionne correctement. Et ça, c'est pas gagné. C'est un des problèmes. Quand on doit recouvrer des créances... Des tribunaux d'investissement international. Oui, on ne va pas faire ça pour un contentieux entre un créancier et un débiteur local. On peut pas... Mais on a aujourd'hui l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, qui fait qu'on a une LOADA qui fait que les lois sont à peu près les mêmes pour plus d'une centaine de pays, ce qui représente quand même beaucoup. Pour conclure sur ce thème, est-ce que on peut se dire qu'il y a aujourd'hui une vraie nouvelle approche concernant l'Afrique? L'Afrique a été remise au centre du jeu par ces nouveaux partenaires que sont la Chine et les nouveaux pays émergents, parce que juste après la chute du mur de Berlin, toutes les opportunités semblaient n'exister qu'à l'est de l'Europe. Et tout le monde a détourné et les investissements et l'intérêt et l'attention vers cette zone-là. C'est à ce moment-là que la Chine est entrée en Afrique et qu'elle a redonné à l'Afrique cette opportunité de revenir au centre du jeu. Aujourd'hui, elle est au centre du jeu. Et demain, elle le sera encore plus quand sa population aura dépassé ou atteint le cap des 2 milliards d'habitants. Là, on n'aura plus affaire seulement à un continent malade, victime de corruption ou d'élections mal organisées. On aura affaire à un marché. Et ça change la donne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas en Afrique que pour aider les pauvres Éthiopiens qui n'arrivent pas à se nourrir. On y va surtout pour prendre des parts de marché. Et ces parts de marché, il faudra les gagner. Quelque chose à ajouter, l'un des deux? Non, je pense que je suis un peu moins optimiste sur les motivations. Je pense que la motivation, c'est d'empêcher l'immigration. Angela Merkel l'a dit, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est d'abord une peur. Ensuite, il y a une envie, parce qu'effectivement, il y a un marché potentiel très important. Mais c'est une envie qui est encore très ténue parce que le marché existe, mais il n'est pas très solvable pour beaucoup d'industriels africains. Oui, mais moi, ne dites pas ça aux opérateurs de téléphonie mobile. La téléphonie mobile, c'est plutôt une exception. Mais par exemple, le marché des voitures, c'est pas encore ça. C'est pas encore vers là que... Peut-être d'un mot pour conclure, Anne-Sophie, on
doit avancer. Vive le marché, voilà, donc vive le capitalisme. Effectivement, je trouve qu'on sent une dynamique entrepreneuriale, en fait, très forte. Elle existe, indubitablement. Et aussi bien sur place que du coup des Français. Il y a plein de start-up françaises qui en ce moment assistent en Afrique. On sent qu'il y a quand même un courant nouveau qui se passe. Et c'est l'Argentine qui prendra la présidence du G20 l'année prochaine. Buenos Aires aura à poursuivre cette initiative qu'a en ce moment l'Allemagne. Elle est prévue pour s'étendre progressivement à d'autres pays. On en vient maintenant à la crise politique en Roumanie. L'écrivain Mircea Cartarescu résume cette actualité ubuesque. Nous sommes le pays de Tristan Tzara et d'Eugène Ionesco, c'est vrai, mais cette situation absurde n'aurait pu être imaginée même par eux. Un parti au pouvoir qui lutte désespérément pour renverser son propre gouvernement. Voilà ce qui se passe en Roumanie avec Philippe Randrianarimanen. Crise ouverte au sommet de l'exécutif roumain. 6 mois après sa nomination, le Premier ministre Sorin Grindeanu perd le soutien de la majorité parlementaire. Les ministres de la coalition de gauche le lâchent. Objectif, faire tomber le chef du gouvernement. Celui-ci voit les choses autrement. Je ne démissionne pas. Et je vous dis pourquoi. Ce gouvernement est le gouvernement de la Roumanie et non le gouvernement du comité exécutif du Parti social-démocrate. Tout s'est joué derrière ses portes, à la direction du Parti social-démocrate, vainqueur des législatives de décembre 2016. À sa tête, Liviu Dragnea veut garder l'ascendant sur le Premier ministre qui l'a désigné. Lui-même ne peut occuper ce poste en raison d'une condamnation pour fraude électorale, mais il compte bien tenir les commandes. Le PSD et les collègues de l'Alliance libérale démocrate sont prêts à former un nouveau gouvernement qui aura une feuille de route mieux structurée, qui inclura des mesures nécessaires afin de récupérer les retards enregistrés. Parmi les mesures emblématiques, l'augmentation de 100% des salaires de la fonction publique. Un programme qui parfois ne passe pas. Durant l'hiver, un projet de loi assouplissant la législation anticorruption provoque des manifestations sans précédent. Alors pour y voir plus clair, on retrouve Roxana Zamfirescu à Bucarest. Bonjour Roxana, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la télévision publique roumaine TVR. Le fait qu'un parti au pouvoir censure le gouvernement issu de ses rangs crée un précédent en Roumanie. Je crois que c'était une semaine un peu folle chez vous. Comment c'est perçu sur place ? En fait, on vient dans un gros brouillard ici à Bucarest. On est un pays avec une croissance économique record dans l'Union européenne, mais le parti au pouvoir veut renverser son gouvernement par manque de performance. Les choses se précipitent, chose inouïe. Aujourd'hui, le Parlement a été convoqué, oui, aujourd'hui, le dimanche, a été convoqué afin que la motion de censure à l'adresse du gouvernement soit présentée et mercredi, elle recevra le vote. Ce paradoxe a fait couler beaucoup d'encre concernant les raisons sous-jacentes de ce conflit inédit pour la scène politique roumaine. Il y a, à part les spéculations de réalité, le Premier ministre n'est plus l'instrument docile totalement soumis à son chef de parti. Vous avez dit son chef de parti, Liviu Dragnea, qui est aussi le président de la Chambre des députés, ne peut pas être Premier ministre à cause d'une condamnation à sursis pour fraude électorale. On a ici en Roumanie une image iconique du Premier ministre. Dans son premier jour de mandat, il est venu au siège du gouvernement, accompagné par Liviu Dragnea, son chef de parti, et il avait vraiment l'air d'un écolier venu pour la première fois à l'école et qui veut recevoir la bénédiction de son père avant d'entrer dans la salle de cours, cette fois-ci dans la salle de conseil de ministres. Et je veux ajouter encore quelque chose. Le Premier ministre est dans une offensive diplomatique en fait. Il a été déjà en France, il a discuté avec votre Premier ministre. Et puis, on a eu des officiels européens, Frans Timmermans et Jean-Claude Juncker, qui sont venus à Bucarest et qui ont montré une bienveillance et une confiance envers le Premier ministre, mais pas du tout envers Liviu Dragnea. Alors, on comprend bien que c'est une guerre des chefs. Hein. D'un côté, le chef du gouvernement, de l'autre, le chef du parti. Qui est Liviu Dragnea ?
Liviu Dragnea est un politicien qui est perçu de façon très différente en Roumanie. Il y en a qui ont beaucoup de confiance en lui, mais il y a aussi ceux qui n'oublient pas qu'il est condamné à une condamnation définitive avec sursis, je vous le dis, mais pour fraude électorale. Certains parlent de ces affaires, du fait qu'il a réussi en fait à arriver jusqu'à la tête du Parti social-démocrate après avoir, disons, trahi ses amis, disons, les anciens chefs du parti, à partir d'Adrian Năstase et jusqu'à Victor Ponta, l'ex-premier ministre. On reste avec vous, hein, évidemment, Roxana. Un commentaire sur cette situation, Yann, qui est quand même assez absurde. Oui, c'est absurde. Enfin, il faut se méfier toujours des hommes de paille qu'on met au pouvoir à sa place parce qu'ils finissent par se prendre pour le véritable chef. C'est vivement ce qui arrive à Dragnea. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de corruption. Ponta, comme le disait Roxana, avait été obligé de démissionner. Dragnea n'a pas pu arriver au pouvoir. On a l'impression d'un parti qui est en fin de cycle et en même temps, c'est le même parti qui a gagné les élections assez largement en décembre dernier. Donc moi j'ai le sentiment, mais pour voir ça de loin, je serais curieux de savoir qu'en pense Roxana, c'est est-ce que la société roumaine est clivée à ce point? J'ai le sentiment que le Parti social-démocrate est soutenu par un électorat plutôt rural, vieillissant, etc., qui attend des promesses de prestations sociales, ce que Dragnea avait fait dans la campagne électorale et que le Premier ministre ne tient pas assez à son goût. Et puis d'un autre côté, un électorat, on a vu manifester il y a quelques mois contre la corruption, qui est contre le système ancien, mais qui n'a pas l'air d'avoir de débouchés partisans. On n'a pas l'impression que tous ces gens qui ont manifesté dans la rue n'ont pas de parti qui portent leur On va poser la question à Roxana parce qu'effectivement, l'argument pour faire sortir le Premier ministre, c'est qu'il ne va pas assez vite dans les réformes. Est-ce qu'en 6 mois, il y a eu des améliorations pour la population, et notamment la population rurale qui a voté pour le PSD? Il y a aussi, vous savez, en fait, le Parti social-démocrate est venu au pouvoir sur une vague de promesses. Il est encore tôt de dire si ça vraiment améliore quelque chose dans la vie des Roumains, mais de toute façon, ils ont pris quelques mesures. On a maintenant la loi qui veut régler les salaires des budgétaires et qui a suscité bien sûr des critiques, mais aussi pour certains des Roumains, ça a été quelque chose de bon. Mais il est difficile de dire si les gens veulent vraiment réagir face à ce conflit interne d'un parti, d'un si grand parti comme le Parti social-démocrate, vu aussi le fait que l'opposition est très faible en Roumanie. Anne-Sophie? Oui, moi je me demandais si en fait il y a une vraie dissension sur le fond entre ces deux hommes, ou est-ce que c'est une classique histoire politique qui, moi en tant que Française, me rappelle tout à fait la situation quand Jacques Chirac avait envoyé Balladur en fait comme Premier ministre à Matignon pour se protéger un peu, donc pour préparer l'élection présidentielle, et puis au bout de 2 ans, Balladur a dit moi je vais me présenter aussi, donc c'est assez classique. Il n'y a que Poutine qui arrive à récupérer sa place après coup. C'est ça, Roxana, c'est un Premier ministre qui veut prendre sa place? Non, mais ce que je veux dire encore, c'est qu'à côté de Sorin Grindeanu et l'ex-premier ministre et chef du Parti social-démocrate Victor Ponta, qui est maintenant l'ennemi terrible de Liviu Dragnea à l'intérieur du parti. D'ailleurs, les deux, Sorin Grindeanu et Victor Ponta, ont été exclus du parti à cause de leur attitude dans cette crise politique, à cause du fait qu'ils ne veulent pas obéir aux ordres du parti. Ça sera vraiment une question rapide pour conclure, Roxana. Ça fait 10 ans cette année que la Roumanie a adhéré à l'Union européenne, est entrée dans l'Union européenne. La corruption aujourd'hui, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, à la fois le paradoxe c'est que la corruption, c'est le pays, un des pays les plus corrompus, mais qui lutte le mieux contre la corruption. Est-ce que ça suffit aujourd'hui à résumer la Roumanie ou c'est un peu court quand même? Je crois que ça ne suffit pas. En Roumanie, oui, la lutte contre la corruption est un sujet très sensible, mais il y en a aussi d'autres, le niveau de vie, enfin, des choses encore plus profondes que la lutte contre la corruption, mais que je répète, c'est un sujet très sensible ici en Roumanie, mais plutôt au niveau, disons,
des jeunes, des intellectuels, les paysans, les pauvres ne sont pas vraiment touchés par ce sujet. Très bien, merci beaucoup Roxana. Je crois qu'on vous entend un tout petit peu moins bien. Il est temps de vous laisser repartir à votre dimanche. Merci beaucoup d'avoir éclairci un peu cette situation en Roumanie. Et bon dimanche à vous. On part maintenant en Suisse. On va terminer cette émission au pays du consensus politique. La Suisse, donc, où pourtant la petite ville de Moutier est sous tension en ce moment même. Vote d'autodétermination. Les habitants décidaient ce week-end s'ils restent rattachés au canton de Berne ou s'ils intègrent celui du Jura. Ça peut paraître anecdotique. Pourtant, un siècle que les cœurs balancent. Rappel historique avec nos confrères de Nouveau, de la RTS. L'histoire commence en 1814. Moutier et sa région sont françaises depuis peu, mais Napoléon perd son empire. Au congrès de Vienne, la même année, on redessine à peu près toute l'Europe. Berne essaie de récupérer l'Argovie et le canton de Vaud. Pour éviter une guerre civile, on lui offre un lot de consolation, la région jurassienne, qui devient bernoise. On est en 1815. S'ensuit un siècle de disputes, de guerres culturelles, linguistiques et confessionnelles. Le mariage ne prend pas. 1947, la coupe déborde. Georges Meucli est jurassien, il est conseiller d'État bernois. Le Parlement lui refuse le département des travaux publics sous prétexte qu'il parle mal le suisse-allemand, le Berndeutsch. Manifestations, création de comités d'action, la question jurassienne occupe les esprits et les discussions des repas de famille. Les années 60 voient la création du Front de libération du Jura et du groupe Bélier, deux mouvements indépendantistes. 1974, la région est aux urnes. Sur 7 districts, 3 votent oui à la création d'un nouveau canton, Delémont, Porrentruy et les Franches-Montagnes. On est le 23 juin, un jour devenu férié. Le canton du Jura se forme en 1979. Moutier reste bernoise, mais continue d'élire des autonomistes à la mairie. Les séparatistes y sont toujours actifs. La question jurassienne n'est pas encore réglée. 2013, rebelote. Le canton du Jura et le Jura bernois votent pour ou contre un rapprochement. Le Nord dit oui, Moutier dit oui aussi, à 55%. Le Sud dit non. L'idée du Grand Jura réunifié est abandonnée, mais à Moutier, la question jurassienne n'est pas encore réglée. Les autonomistes promettent une votation, date du scrutin le 18 juin 2017. Moutier vote pour devenir jurassienne ou rester bernoise, et peut-être régler sa question jurassienne. Alors, on retrouve tout de suite en direct de Genève Michel Charouti, qui est le correspondant de TV5 Monde à Genève. Merci, en Suisse, pardon. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Hello Sylvia. Alors Hello. c'est un scrutin sous haute surveillance, c'est totalement inhabituel dans l'histoire de la démocratie suisse qui est quand même plutôt paisible, en tout cas ces dernières années. Comment s'est déroulé ce vote très émotionnel dont on attend encore le résultat ? Alors écoutez, je crois que ça s'est plutôt bien déroulé. Je n'ai pas lu, ni entendu, ni vu de reportages ou de dépêches qui signalaient des problèmes particuliers. Vous l'avez dit, la campagne, elle a été émotionnelle, mais on est resté strictement dans les normes légales. Il n'y a pas eu de débordement non plus à la connaissance des médias. Nous sommes en plein dépouillement. On attend les résultats pour la demi-heure qui va venir, peut-être le quart d'heure. Alors si on a un petit peu de chance pour vous les donner, sinon pas. Il faut savoir que le dépouillement a lieu en public, en présence évidemment d'observateurs assermentés, mais aussi en présence de public. Et il y a beaucoup de curieux qui sont réunis dans la salle où le dépouillement se déroule en ce moment. Dans les années 60 et 70, parce que vous nous dites aujourd'hui ça se passe plutôt calmement, mais dans les années 60 et 70, les pro-bernois et les pro-jurassiens s'affrontent. Le Front de libération du Jura revendique une série d'attentats qui n'ont pas fait de mort. Certains historiens estiment que la Suisse, dans ces années-là, a même frôlé la guerre civile. Dans le fond, qu'est-ce que ça change d'être bernois ou jurassien ? Alors, en 2017, finalement, ça ne change peut-être pas grand-chose. Je vais peut-être froisser quelques amis jurassiens en disant ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'expliquait le sujet de Nouveau tout à l'heure, c'est que c'est une histoire qui date de 200 ans maintenant. Elle s'ancre vraiment dans une réalité historique qui a pris naissance au lendemain du congrès de Vienne. Alors le Jura a toujours été francophone, francophile, francophone, plus catholique, bien sûr, il était rattaché à l'évêché de Bâle, tandis que les Bernois sont protestants, germanophones. Il faut savoir que dans les premiers, au cours du 19e siècle, lorsque le Jura était rattaché, le Jura bernois était rattaché au canton de Berne, eh bien le canton de Berne n'a pas toujours fait non plus ce qu'il fallait pour soigner sa minorité francophone. Donc ça exacerbé, on va dire, les revendications autonomistes et ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au-delà simplement d'un rattachement culturel et d'un rattachement linguistique,
ce qui se passe, c'est qu'on l'entend notamment chez les jeunes, on est plus finalement véritablement essayer de savoir ce qu'on va gagner ou ce qu'on va perdre en faisant partie de l'un ou l'autre canton. On a perdu un tout petit peu de ce véritable souhait identitaire qui existe toujours mais qui est moins marqué. On s'occupe plus de savoir finalement voilà, où sera la crèche, où sera l'hôpital, les impôts qu'on va payer, comment on sera entouré par nos autorités. Donc aujourd'hui, être bernois, être jurassien, c'est plus une question de cœur que véritablement quelque chose qui aura une incidence réelle sur la vie, enfin je veux dire, pas sur la vie de tous les jours, mais sur son identité propre. Alors, les autorités ont prévenu, le résultat sera irrévocable. Il faut mettre un terme maintenant à cette question jurassienne, comme on l'appelle. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, ce dimanche, il y a une page unique du fédéralisme suisse qui est en train de se tourner ? Oui, écoutez, je crois qu'il faut prendre cette décision d'irrévocabilité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que si dans quelques années on se retrouve à nouveau avec un nombre de signatures suffisant pour éventuellement demander un rattachement, un détachement, une reconsidération des frontières, eh bien il faudra bien en tenir compte. Fédéralisme oblige. Les cantons ont des pouvoirs au niveau exécutif, législatif et judiciaire, on ne veut pas leur nier ça. On l'a entendu dans le sujet précédent, effectivement, ce vote aujourd'hui a pris naissance dans la votation de 2013 pour la réunification complète de tous les districts du Jura bernois et du Jura, le canton en soi. Moutier avait été favorable à faire partie du canton du Jura. C'est la raison pour laquelle on vote aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, si Moutier est rattaché au canton du Jura ou non, eh bien peut-être qu'il faudra reconsidérer la chose. Et je vois mal comment, au niveau de la Confédération, au niveau des organes législatifs actuels, on pourra dire non, on a voté il y a 25 ans, on revient plus sur cette question. Bon, voyons déjà ce qui se passe aujourd'hui. On attend le résultat de ce vote. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous depuis Genève, sachant qu'à Moutier, en ce moment, les habitants se réunissent. Il y a des gens qui arrivent d'un peu partout pour assister au résultat. Toujours pas de résultat, en effet. Bon, merci beaucoup, Michel. À bientôt. Une petite réaction en plateau, parce que c'est vrai qu'on a cette image de la Suisse, le pays du consensus politique. On voit qu'il y a une question qui est très sensible. C'est la question de l'autodétermination, qui n'est pas propre qu'à la Suisse, qui peut arriver de partout. Nous, sur le continent africain, on a à peu près ce type de velléité qu'on retrouve avec, au Maroc, par exemple, la question du Polisario, au Mali, avec cette zone que certains appellent l'Azawad, le nord du Mali, et vous avez de nombreux autres pays dans cette situation. Le Soudan du Sud a eu son indépendance à peu près sur ce type de considération. Vous avez de nombreux pays africains, comme l'Érythrée aussi, qui a prétendu à cela. Mais la règle générale pour l'Afrique, c'est que, l'Union africaine surtout, c'est qu'on doit rester fidèle aux frontières héritées de la colonisation. Et donc, normalement, il ne devrait plus y avoir de débat sur ce type de questions. 7700 habitants qui votent sur cette question-là. En Suisse, vu de loin, ça peut paraître anecdotique. C'est quand même le résultat d'un très long processus démocratique. Oui, puis Michel nous dit que ça fait 200 ans que ça dure et peut-être que ça pourrait continuer, que la passion des votations pourrait continuer à s'exercer. Mais je crois que oui, ça montre effectivement, je pense, qu'il y a des forces à la fois centrifuges et centripètes, c'est-à-dire que les gens veulent être dans un ensemble fort, cohérent, se fédérer. Puis aussi, on veut être au plus proche de là où sont prises les décisions qui me concernent. Quand il disait, voilà, les gens se posent ces questions de la crèche, etc. On veut être prêt, avoir le bon niveau de subsidiarité, être dans le bon ensemble pour ce qui vous concerne. C'est peut-être ça que ça montre. Yann ? Moi, j'ai pensé au conflit ethnique quand j'ai appris cette histoire-là. J'avais l'impression, effectivement, qu'on était en Afrique. Alors, on a toujours l'impression que les conflits ethniques, c'est loin, c'est pas en Europe. Là, on a un conflit qui est typiquement un conflit ethnique. Des gens qui disent, moi, je suis francophone, catholique, il n'est pas question que je vive avec des protestants germanophones. Bon. Et en même temps, c'est ce que disait Michel dans le sujet, c'est que les intérêts économiques sont quand même plutôt du côté de Berne. Si j'ai bien compris, c'est plus intéressant économiquement de vivre côté bernois, où il y a plus d'argent, que de vivre du côté jurassien, où il y en a moins. Et je suis j'ai lisé une interview d'un des leaders autonomistes de Moutier qui expliquait, je les aime bien, les Bernois, mais c'est pas des gens comme nous, ils n'ont pas le même tempérament. Alors quand on voit la distance entre Moutier et Berne, c'est si différent que ça. Je suis toujours très étonné par cette espèce de fascination pour les caractères collectifs. Alors les Bernois sont comme ci, les Jurassiens sont comme ça, les Bamilékais sont comme ci, les Catalans sont comme ça. Je ne sais pas d'où ça sort, on a une espèce de fascination. C'est une espèce de volonté un peu fanatique d'entre-soi qui me laisse toujours très très rêveur.
D'accord avec ça, Louis, juste pour conclure? Oui, d'accord, parce que d'autant plus que sur le continent africain aujourd'hui, l'effort que l'on fait depuis quelques années, c'est celui de réussir ce panafricanisme-là qu'ont porté les pères fondateurs de l'OUA et que ceux de l'Union africaine devraient peut-être concrétiser, mais ça prend du temps. Bon, les voisins, parfois, c'est pas les plus simples à appréhender, à apprécier. On va terminer comme toujours avec Dilem qui nous propose son actualité de la semaine d'un coup de crayon. On commence avec Helmut Kohl. Helmut Kohl, l'homme de la réunification allemande, est mort à l'âge de 87 ans. Les hommages pleuvent. C'était un fonceur, déclare ici Angela Merkel face à un mur de Berlin pulvérisé par cette silhouette reconnaissable de son prédécesseur. Helmut Kohl restera aussi comme l'une des figures marquantes de la construction européenne. Crise économique, États-Unis et famille. Lors de sa grand-messe annuelle, le président Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes, invité à lui poser directement leurs questions. Pas tous en même temps, lance-t-il Vladimir Poutine en direction d'un parterre bâillonné. L'affaire russe aux États-Unis, selon le journal Washington Post, le procureur spécial Robert Mueller enquête maintenant directement sur le président pour entrave à la justice. On cherche des preuves de l'implication de Trump, explique cet enquêteur penché sur une poupée russe. Trump toujours à l'eau, c'est pour la construction d'un deuxième mur. Le président américain freine le rapprochement avec Cuba. Il va rétablir une ligne plus dure avec le régime communiste de l'île. Et enfin, la crise dans les pays du Golfe, on en parlait ici la semaine dernière, de l'aide humanitaire pour le Qatar, mise au banc par ses alliés. Regardez ici ce pauvre Qatari obligé de mendier pour payer les salaires du PSG et rester propre. Merci. Merci à vous trois. Un grand sourire pour terminer cette émission. Merci vraiment à vous trois. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve dans une semaine, dimanche prochain, pour la dernière de la saison. D'ici là, c'est une excellente semaine.